contrôle, le podcast 100% FC Nantes. Loco Pedros, Loco, c'est fabuleux! Au lieu d'en faire 10 passes, on en faisait 3, 4, mais pas n'importe lesquels. Le succès, c'est pas l'objectif, c'est la conséquence. Autour de la table, Allez les sabots. David Filippo, Ouest France. Quand elle a son pom-pom chant. Et ton problème c'est simplement qu'elle s'en moque. Pierre-Arnaud Barre, Presse Océan. Jean-Marcel Boudard, Ouest France. Un podcast présenté par Simon Rengoat, It T'as pas West. mis 16. Salut les amis, non je change. Non mais 16 c'est quand Salut. t'es dépressif, là t'es Bah dépressif là, en ça ce va. moment Non, Simon. non, je suis en pleine forme, tu vois, finalement le moral n'est pas forcément en lien avec le FC Nantes. Salut David Filippo. Salut. As-tu retrouvé les photos de Nantes-Lorient de la saison dernière en Ligue 1 que tu cherchais ces derniers jours? Non, ça va aller, on va passer à autre chose. Non. Non mais les gens vont rien comprendre, mais c'est pas grave. Non mais David est arrivé samedi au match, je trouve pas les photos de l'année dernière C'était jusqu'à dimanche. ce qu'il se rende compte que il y avait pas de Nantes-Lorient l'année dernière, donc c'est pour ça que tu Oui, avais parce rien que dans la Lorient base. était en Ligue 2, mais ça peut Voilà. arriver. Ça nous a fait beaucoup rire avec Christophe Pénoignon. Il faut Salut pas Pierre. grand chose. Hein. Salut Pierre-Arnaud Barre. Salut Simon, bonjour tout le monde. T'étais pas là, Pape, toi, ces derniers jours? Non. À la En Beaujoire, vacances. à Nantes. T'as pas l'impression que ça part en sucette en ton absence à tous Bah, les c'est pas niveaux? aussi en sucette quand je suis là, donc Oui, finalement, l'avantage ça c'est qu'il change pas. n'y a rien qui change. Je peux m'absenter et puis commenter le FC Nantes, c'est parfait. Salut Jean-Marcel Boudard. Salut tout le monde. Alors les amis, il faut savoir que cet homme connaît un pic de notoriété en ce moment. Il est désormais reconnu et adulé dans les bars de Nantes. C'est toi le Jean-Marcel du podcast et mon idole, etc. Non, je dirais pas jusque-là, mais je passe un grand bonjour à Agathe, Erwan, Vincent. Ouais, ça fait du monde. hein. Ouais. Tu t'es fait Arnaud, payer des coups, j'imagine, Raphaël, ou pas? Enfin, tous ceux qui font la nuit nantaise, parce que vous avez pas, vous. Mais alors, Vous n'êtes pas nantais, donc. Pour faire les déplacements avec Jean-Marcel, il est aussi reconnu dans les bars de France et de C'est vrai. Navarre. Donc, Les gens mettent un physique sur une voix, ils sont plutôt contents. hein. Ouais, ils sont plutôt très contents de l'émission. Ouais. Et puis tu Et payes C'était la avant, soirée. c'était avant Lorient, donc il y a encore pas mal d'optimisme. Ah oui, c'est ça. Ouais. Mais du coup, un petit coucou aux journalistes de SoFoot que j'ai eu tout à l'heure qui nous écoutent. Il y a des Nantais Bah, dans ça, on l'équipe. s'en fout. on Très s'en bien. Bah si, bah, Très tu, bien. tu parles des gens qui écoutent, bah voilà, on leur dit bonjour les journalistes de SoFoot. on parle Allez, des salut gens. à toi, le fan des Canaries qui nous écoute. Allez, c'est pour toi, Daniel Pape. Potter, non, c'est pas ça? Bad Day, c'est Potter? Potter, c'est pas Harry? Ouais, Daniel. Daniel. Bravo. Bad Day. Il y a beaucoup de pluie. Bad Day, hein. On en parle dans ce 12e épisode, saison Bad 7 de saison. Sans Contrôle. Messieurs, c'est la 200e. Si j'ai bien Ah compté, oui. parce que je sais qu'on a des auditeurs qui on s'est un peu gouré sur les premières saisons. 200? Ouais, je pense Mais qu'on a voilà, la tu 200e. annonces ça comme ça, il n'y a même pas un pot de J'avais prévu. Toi, dès qu'il s'agit de picoler, toi. Des confettis. Tu vas fêter ça Oh là là. dans les bars nantais, non? Au menu de cette 200e, les Canaries qui ont réalisé face à Lorient peut-être la pire première mi-temps de leur saison. Est-ce que c'est votre avis également? Aucune identité de jeu qui se dessine offensivement, pas d'occasion, de la fébrilité. Est-ce qu'il faut être inquiet après ces 2 points pris contre le trio Metz, Le Havre, Lorient? Inquiet pour l'équipe, l'effectif, inquiet aussi pour le coach. Et puis le coach tient justement à estimer que Nantes était lésé par l'arbitrage. Est-ce qu'il a raison de sortir du bois en ce qui concerne l'arbitrage de Monsieur Buquet et plus largement la façon dont Nantes est sifflée depuis le début de cette saison? On va faire également un zoom sur Kwon, son rôle de fausse sentinelle, son niveau de jeu, El Arabi qui montre ses limites, Tabibou est-il en train de rater sa chance et puis Lopez peut-il sauver les Canaries à lui tout seul cette saison? Enfin dimanche, direction Lyon pour le FCN, on évoque la préparation de cette rencontre qui pourrait être décisive à bien des égards en coulisses. Et on dira aussi un mot sur le dossier collectif nantais publié ce matin par Ouest France avec pas mal de témoignages qui font beaucoup parler. Allez messieurs, casse-toi Valdemar, prends ton fils avec toi, chantait une nouvelle fois la Tribune Noire dimanche dernier. Mais le truc c'est que WK, il était pas là. Eh oh, faites pas la gueule, vous êtes contents quand même, non? Sans contrôle. L'actu des Canaries a une touche de balle. La Tribune Noire qui a aussi chanté On se fait chier pendant la première période. On l'a C'était moins le entendu que retour. la dernière fois Ouais. sous C'était Camboire. pas la dernière fois c'était ça précisément David. C'était fort. C'était timide encore, j'ai trouvé dimanche. On va quand même se demander si on s'est plus fait chier ou si on se fait plus embêter que la saison dernière avec cette équipe nantaise lors de cette première mi-temps face à Lorient. C'est Beatles? Les Beatles, ouais. Attention parce qu'on s'est trompé sur les Beatles la dernière fois. C'est vraiment les Beatles, Jean-Marcel? Je sais pas, je oui. que les Stones, moi. Et c'est les Beatles, ça. Bien sûr, C'est Loser? bien sûr.
I'm a loser des Beatles. C'est bien ça, c'est bien les Beatles, on va pas se ridiculiser une nouvelle fois. Des losers donc, ces Canaries qui ont réalisé à Lorient la première période, la pire depuis le début de saison. Est-ce que c'est votre avis, David ? Oui. C'est le pire, Pab aussi pour toi ? Juste pour l'anecdote, parce que tu n'étais pas au stade, toi, tu étais en vacances. Mais à la mi-temps, j'ai dit, est-ce qu'on n'avait pas devant nous pendant 45 minutes peut-être la pire équipe Non, t'as la mémoire courte. Du FC Nantes pas en Ligue 2, en Ligue 1. Non. L'une des pires équipes. Je dis ça à la mi-temps. Sur ce que j'ai vu là pendant 45 minutes, est-ce que franchement on peut s'interroger ? L'une des pires équipes. T'es pas d'accord, Jean-Marcel ? Bah non, il a la mémoire courte. Il y a eu des saisons pires, je trouve, en Ligue 1. Il y a eu des purges. Alors, oui, non, mais là, je parle au niveau de l'effectif ou au niveau de la façon de jouer. Il y a quand même je suis allé sur l'équipe, mais voilà. Après, Metz, c'était quand même pas mal, je trouve. Dans le néant. Dans la C'est pour ça que je trouve qu'on a la mémoire courte parce que Metz, c'était pas mal de périodes. C'est ça qui est beau. Brest, si vous vous souvenez, Brest fait un bon match, mais Nantes, c'est nul. Au Havre aussi, dans ce cas-là. Pendant 85 minutes, c'est nul. Là, vous êtes à l'extérieur. On est à la Beaujoire. Metz à la Beaujoire. En fait, c'est honteux, quoi. Je veux dire, les Nantais, ils savent qu'ils doivent mettre de l'intensité. Ils doivent gagner ce match. Lopez l'a dit. Conférence de presse, il y a une urgence de points. Il faut gagner ce match pour être à 13 points. Oui. C'est un concurrent direct. Vous avez raté, ils ont raté leurs 2 premiers rendez-vous contre Metz. Le Havre aussi, parce que franchement, dans le jeu, c'était lamentable. Il y a eu un point, mais c'était strict minimum. Avec un scénario différent, mais là, tu mené assez vite. T'as encore 27 000 personnes, et pourtant, 3 semaines avant, il y a eu un match lamentable contre Metz. Il y a encore 27 000 sous la pluie, Mazo qui viennent. Et ils font un match, mais c'est une honte, quoi. Enfin, je veux dire. En fait, ce qui est embêtant, c'est que contre Metz, tu pouvais dire, alors ils s'étaient fait siffler pour ça, mais tu pouvais dire, ils ont voulu jouer à la patience. Le verrou va finir par se débloquer. Ils construisent, ils vont de droite à gauche. Un décalage va se créer. Bon, le décalage s'est jamais créé, mais ils ont essayé. Mais là, effectivement, contre Lorient, tu te dis, t'attends un moment que le match démarre, quoi. Enfin, et en fait, la question, Simon, c'est la première mi-temps, mais moi, je mets tout le match. Tout le match parce que tu mets la deuxième quand t'es mené 1-0, tu dois proposer autre chose que ça. T'attends des morts de faim. Bien positif sur la deuxième, ouais. Sur la deuxième, bien positif. On n'a rien dit encore, Jean-Marcel. Oui, tu as trouvé la presse dans ces comptes rendus. Ce que j'ai lu, puis même dans les déclats du coach, comme s'il y avait eu 2 mi-temps, la deuxième, elle est pour moi aussi catastrophique que la première. Elle est même pire, je trouve. C'est-à-dire que t'es dans la réaction et dans l'énergie. Parce que dans l'intensité, tu dois réagir. Tu réagis comment ? Folle sur la deuxième, mais bon. Non, il n'y avait pas une grosse intensité. Mais simplement, une première période, normalement, tu appliques les idées du coach, tu sors du vestiaire avec des intentions, et c'est ça qu'on n'a pas vu. Ensuite, tu réagis au scénario du match en deuxième mi-temps, ce qu'il n'a pas fait à la pause, et on va d'ailleurs parler des changements aussi qu'il n'a pas réalisé à la pause, c'est-à-dire qu'il a envoyé les mêmes, sans doute satisfait de ce qui s'était passé, ou en estimant que ces mêmes joueurs pouvaient réagir. Mais dans le contenu, sur cette première période, t'as rien, la possession est lorientaise, le pressing... Il n'existe pas côté nantais. Les duels sont lorientais. Bah oui. Les seconds ballons sont pris par les lorientais. Mais ce sont les attitudes qu'il faut pointer du doigt. Il y a vraiment des joueurs qui marchent, quoi. Il y a vraiment des joueurs. Mais je sais pas si c'est volontaire de marcher, mais t'as l'impression qu'ils sont paralysés. Alors je pense qu'il y a de ça. C'est de la peur ou quoi, mais ils sont paralysés. Et tout ce qu'on a vu, en fait, tous les petits trucs qui te faisaient dire ça va peut-être se déclencher, il va peut-être se passer quelque chose. En fait, t'as plus rien là. Sur la peur, on a beaucoup de sujets à aborder, mais sur la peur, Kelmi Damian a essayé d'expliquer cette fragilité, ce stress. Je sais pas, maintenant peut-être inconsciemment, la peur, le stress, je sais pas, mais il faut faire abstraction à tout ça, il faut jouer notre jeu, ne pas avoir peur, mettre toute l'envie qu'il faut, tout le match et non que la première mi-temps et plus la deuxième mi-temps. À quoi est dû la peur et le stress dont tu parles ? Du classement, du classement. Des supporters qui sifflent, un peu de tout. Voilà, on n'est pas dans une bonne situation, donc peut-être que inconsciemment ça peut y jouer. À nous de mettre du rythme, de la compatibilité, et si on y croit, on va gagner les matchs. C'est vrai qu'il y a eu des sifflets aussi dès la 12e, 18e minute. 20e. 18e, je crois, David. 18e. Mais ça siffle parce qu'il se passe rien, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'intention dans le début de rencontre. C'est aussi ce que disent ces sifflets, les spectateurs attendent. Ça participe en tous les cas à je trouve, entraîner cette équipe-là dans une spirale très négative sur un groupe jeune qui n'a pas beaucoup de repères dans son jeu. Tu les regrettes, ces sifflets de la Beaujoire? Non, on va pas refaire le débat qu'il y a eu contre Metz, je les regrette pas. Je dis que ça participe en tous les cas. C'est déjà une équipe, je pense, qui regarde le classement. On doit arriver sur ce match-là avec la peur au ventre. En plus,
Elle s'est fait déboîter par Metz une semaine avant. Elle est en crise de confiance, elle est en crise de tout. Elle a même plus de certitude ou de repères dans son jeu. C'est un jeu aussi qui est à la fois énergivore et qui demande de la prise de risque et une forme de maîtrise technique. Donc quand tu l'as pas, quand tu n'es pas en confiance, c'est un peu compliqué. Ils se sont sécurisés dans les circuits habituels, mais j'ai pas vu beaucoup de prise de risque. Justement, non, justement, c'est ce que je dis. Ouais. Ça traduit ce qu'ils ont, la copie qu'ils ont rendue. Elle traduit à peu près tout ce qui manque en fait à cette équipe aujourd'hui. Et forcément, si tu rajoutes en plus une pression du public, cette équipe-là, elle a joué surtout pour ne pas perdre, pour arriver. Enfin, on a le sentiment qu'elle a joué pour arriver le plus longtemps possible à match nul dans le déroulé du match et puis de porter les stockades à la fin, d'emballer la rencontre, quoi. Ça nous rappelle beaucoup Comboiré, ça, quand même. Oui, ce qui est fou. Qui attend. Après, j'aime pas la comparaison, mais de toute façon, il l'avait sur l'état de dit, stress, pas sur l'identité de jeu. Et puis il l'avait dit plus ou moins avant le match, en gros, s'il faut faire circuler le ballon, faire gauche-droite, on fera. Enfin, ça, c'est Lopez qui l'avait dit. Oui, et même Castro avait dit c'est pas bien joué là qui va être important, c'est de prendre des points quasiment. C'est rare d'entendre mais ce qui est fou quand même, c'est que le Nantes-Monaco date de moins d'un mois. C'était le 29 octobre. Ouais. Et le Nantes-Monaco, en fait, aujourd'hui, est en déroute totale. Hein. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que moi, j'avais dit après ce match-là que j'avais été inquiet de la prestation de Nantes parce que c'était parti n'importe comment, t'avais aucune maîtrise. Alors, t'avais eu des buts du spectacle, c'est bien quand t'aimes le foot que t'es au stade, tu vois 8 buts, c'est au moins, super. T'avais de l'allant. Voilà, t'avais de l'allant. Et en fait, tu payes aujourd'hui complètement. Quand tu regardes la situation aujourd'hui, après les 3 matchs après Monaco, tu te dis, mais contre Monaco, tu as produit quelque chose, et là, tu ne produis rien. Effectivement, quitte à perdre ou pas prendre de points, et c'est quelque chose. Finalement, tu l'as vu sur les 5 dernières minutes, t'égalises en balançant des ballons dans mais c'est des histoires de fin de match. Oui, c'est des trucs de fin de match. Ouais, mais essaie d'emballer avant. Je pense qu'ils n'ont pas les capacités, ils n'ont pas les capacités de le faire à la fois, je pense, dans le jeu, à la fois dans la maîtrise technique que demande le 4-3-3, et les qualités que ça demande, et à la fois aussi après dans l'état d'esprit dans la fougue, en fait. aujourd'hui dans lequel est plongé ce groupe, puisqu'effectivement quand on parle de crise de confiance, il suffit, ce qui m'a marqué, c'est la non-vitesse dans les transmissions. Enfin, ça joue à un rythme très lent. Pour jouer vite, il faut être en confiance, il faut bouger, il faut demander le ballon, il faut prendre des risques aussi après. Dépassement de fonction de certains joueurs. Tout ça, aujourd'hui, il y avait un côté stéréotypé. Le gars, on prend pas de risque, pas d'erreur. Et je pense qu'ils ont tous été marqués. C'est une équipe aussi qui a du mal à marquer. Donc, elle sait très bien qu'il lui faut un paquet de chances pour y arriver. Et quand il n'y arrive pas, tu es à la merci d'eux. Donc, elle a plus voulu se sécuriser, se mettre un peu en confiance, mais comme si elle attendait qu'il se passe quelque chose, et on l'a senti. Mais c'est l'adversaire que tu mets en confiance. C'est l'adversaire que tu mets en confiance en faisant ça, parce que tu produis rien. Oui. Et je pense que Metz, franchement, quand ils arrivaient à la Beaujoire, ils étaient au fond du saut, ils étaient derniers. Ouais. Lorient, à l'extérieur, c'est quand même pas la meilleure équipe du championnat. Pire équipe, cherche pas. Et en fait, tu les mets en confiance. Pas gagné un match. Tu les mets en confiance. Pendant une mi-temps, là, tu joues à baballe, et puis à la fin, tu te dis, l'adversaire se dit, et tu t'en tires pas trop mal. Bah oui. Sur la dernière action lorientaise. Ouais, on va y revenir, mais on va prendre les choses dans l'ordre et on va faire une petite parenthèse avant de reparler de l'identité de jeu, de reparler des choix de Castro. C'est que tu es à la merci, c'est ce que tu disais Jean-Marcel, d'un fait de jeu. Le fait de jeu, ça a été ce but contre son camp d'Aouazième, avec une polémique derrière, arbitrale, puisque les acteurs du jeu nous en ont beaucoup parlé en zone mixte. Est-ce qu'il y avait faute ou pas sur Ablin, un coup de coude de Bamo Meïté au début de l'action, et ensuite, est-ce que le hors-jeu de Soumano était sifflable en tant qu'action de jeu? On va poser la question avant de prendre vos avis, on va débattre avec lui, avec un arbitre pro qui s'appelle Sébastien Denis et qui nous rejoint. Salut Sébastien. Oui, bonjour. Merci de répondre à l'invitation de Sans Contrôle. Quel est le regard du pro sur cette action-là qui a suscité beaucoup de discussions? Le regard du pro montre un petit peu toutes les difficultés lorsqu'on parle d'interprétation des différentes lois du jeu, notamment l'une des plus compliquées, à savoir celle du hors-jeu, puisque là, clairement, si la position de hors-jeu du joueur lorientais ne fait aucun débat, c'est sur son influence sur la défense nantaise que là toute la polémique est née. Et moi, de mon regard d'ancien arbitre du secteur professionnel et aujourd'hui consultant, me fait dire que telle que la loi est écrite et demander d'être appliquée, pour moi, la position de hors-jeu du joueur lorientais n'interfère
pas suffisamment sur le geste du défenseur, puisqu'il est clairement dans son dos au moment du centre, à une distance de 3-4 mètres, et en fait c'est le joueur nantais qui prend l'initiative tout seul de faire ce geste non maîtrisé. Là où il peut y avoir débat, c'est sur par contre la position d'Anthony Lopez, qui lui dit que la position de hors-jeu du joueur lorientais l'a gêné dans sa façon de jouer l'action et dans sa sortie. Mais on reste sur une notion d'interprétation et qui rend la décision délicate et difficile et discutable. Alors Sébastien, Awaziem s'est présenté à la presse en zone mixte et il nous a dit qu'il avait pris l'information de la présence de l'attaquant dans son dos et lui nous dit je ne serais pas intervenu comme ça si je ne savais pas qu'il y avait un danger imminent derrière. Et puis Anthony Lopez s'est exprimé également, on l'écoute. J'ai envie de mettre en avant la décision de M. Buquet ce soir sur le but marqué de Lorient. Ouais, je trouve ça assez incompréhensible de valider un but pareil. Maintenant qu'est-ce que vous voulez que je vous dise sur la situation, le joueur est clairement en jeu, il dit qu'il ne fait pas action de jeu, bien sûr que si, parce qu'il n'y a que en jouant au football qu'on peut savoir que le joueur fait action de jeu, sinon chez d'autres n'attaque pas et moi je ne vais pas à l'encontre du joueur. Voilà, et derrière il arrive ce qui arrive, mais je comprends pas. Alors, même si au pire des cas il juge que le joueur ne fait pas action de jeu, je pense qu'il y a un sacré gros coup de coude sévère sur Mathis juste quelques secondes avant, mais j'ai même pas envie de parler du coup de coude parce que pour moi c'est une erreur flagrante. Donc maintenant voilà, on va pas pleurer, mais je pense qu'il y a des choses qui doivent être faites et très rapidement parce qu'il faut pas oublier qu'ils sont aussi acteurs du jeu. Oui, évidemment, les arbitres sont acteurs du jeu. Il pleure un peu quand même. Oui, bien sûr, ils se sont plaints. Le coup de coude, on va en reparler dans un second temps, mais Lopez nous dit, même sans Awaziem, moi je fais ma sortie en fonction de la présence de l'attaquant, ce qu'il considère que mais c'est sûr que c'est un paramètre qui, même Awaziem, je comprends qu'il dit qu'il fasse le tacle, bien évidemment, que il sait pas que l'attaquant est dans son dos, il tacle pas comme ça, il intercepte juste le ballon en restant en position debout. De toute façon, c'est évident où il laisse Lopez prendre le ballon s'il n'y a pas le Lorientais derrière, donc forcément qu'il y a une notion d'influence, mais moi ce que j'ai vu dans la lecture de l'action, c'était quand même la distance entre Awaziem et le joueur lorientais qui faisait qu'il n'y avait pas, enfin je peux comprendre la lecture de l'action de Monsieur Buquet qui s'est dit pour moi tous les paramètres sont pas suffisamment réunis pour vraiment considérer que c'est la seule présence du joueur lorientais qui a fait rater le geste technique d'Awaziem, mais c'est mon interprétation et de la façon dont moi j'aurais appliqué la règle il y a 4-5 ans. Alors peut-être que maintenant les consignes ont peut-être un petit peu évolué, mais j'ai compris en fait la décision de Monsieur Buquet, quoi. Après voilà, c'est de la frustration aussi du côté nantais. Oui, et puis on se réfugie aussi derrière des éléments certes objectifs, puisque on peut pas nier qu'il y ait une influence, mais après c'est à quelle mesure cette influence a perturbé le geste défensif et d'Awaziem et de Lopez. Et puis ça n'explique pas le résultat final et on va pas passer 2 heures non plus là-dessus, on l'a dit, il y a bien d'autres choses à raconter sur la triste prestation nantaise. Petit tour de table rapide, David, pour toi, action de jeu. Oui. Ouais, hors jeu. Pour moi, action de jeu, il aurait fallu aussi laisser pour toi, marquer le Lorientais. En fait. Et Jean-Marcel. Pas sur Awaziem, moi je suis d'accord avec les explications de Sébastien Denis parce qu'il est pas sous pression, il rate aussi son geste, enfin personne ne le met en avant, mais il rate son intervention, il juge mal le ballon, il est pas bon. Par contre, je trouve qu'il y a une réelle influence sur la façon dont Anthony Lopez sort. Et c'est là où ça me gêne parce que je pense que s'il n'est pas là, il bouge son premier poteau, voire il sort pas. Enfin, il va pas aussi loin en tous les cas. Il parle à son défenseur en disant qu'il apprend. Donc c'est là où ça me gêne. Mais effectivement, je trouve qu'après Awaziem, il est pas sous pression. Il peut faire autre chose. Je suis du même avis que toi, Jean-Marcel. Et je pense, juste pour rebondir sur ces propos, c'est que dans la lecture des actions de hors-jeu, en fait, c'est la décision se prend au moment du centre. Et à partir du moment où le Awaziem a touché le ballon, c'est une nouvelle action qui commence en fait. Et c'est en ça que je pense que l'interférence sur Lopez n'est pas intervenue dans la décision de M. Buquet. Sur les coulisses et le fonctionnement, l'arbitre assistant lève pour dire qu'il y a hors-jeu. Est-ce que donc M. Buquet décide de déjuger son assistant ? Est-ce que la VAR lui dit il y a erreur manifeste pour qu'il aille voir les images ? Qu'est-ce qui se passe en coulisses d'après vous ? Là, moi je pense que c'est clairement... l'arbitre assistant a sa lecture binaire. Lui, il estime qu'il y a une influence du joueur, donc il donne l'indication. C'est toujours l'arbitre central qui valide ou invalide la décision, mais sur les cas de hors-jeu, ils font toujours confiance à l'arbitre assistant. Sauf que maintenant, il y a l'outil du VAR. Et je pense que clairement, dans la lecture des arbitres du VAR, ont dû dire « fais-toi une opinion personnelle de cette action » parce que
pour nous, il y a une interprétation qui peut être différente de celle de l'arbitre assistant. Le VAR qui a considéré, Sébastien, que le coup de coude ne méritait pas de montrer les images à Monsieur Buquet, puisqu'on a vu... Alors, je ne sais pas s'ils sont remontés dans la lecture de l'action. Moi non plus, ça ne m'a pas donné cette impression-là. Non, on a vu que Monsieur Buquet n'avait accès qu'à des images du hors-jeu. Ouais, c'est ça. Et alors qu'effectivement, peut-être que ça aurait pu simplifier la chose en remontant un peu plus loin et de faire une pirouette en disant allez, j'estime qu'il y a faute sur Ablin, et puis comme ça, il y a pas de débat du hors-jeu. Exactement. Même si là, objectivement aussi, je trouve que c'est quand même Ablin qui en premier met la main, lui est en position statique, et puis le Lorientais vient le percuter parce que lui est en mouvement et dans une conquête de jouer le ballon, quoi, en fait. Parce que c'est Ablin qui se met vraiment en opposition en tendant sa main au départ, et comme lui il est en position arrêtée, le Lorientais qui arrive en pleine vitesse vient un peu le percuter, quoi. Mais le geste initial, il est quand même amorcé par Ablin. Merci beaucoup, Sébastien. Tu peux nous le dire, Rudy Buquet, c'est ton pote, allez. non, j'essaye d'être le plus objectif possible sur les analyses. Il y a quand même une résidence secondaire dans le Morbihan. Exactement. Merci de cette éclairage. Merci à vous, en tout cas. Et bon appétit, bon dessert. Merci. Et c'est vrai que derrière, David, et on en a fait un sondage d'ailleurs, les Nantais se sont beaucoup plaints de l'arbitrage, jusqu'à Luis Castro, qui a eu cette phrase assez cinglante et qu'on a utilisée dans le sondage, indiquant que le FC Nantes était lésé. Ouais, je ne sais pas pourquoi personne ne respecte notre club, a dit Luis Castro à propos de l'arbitrage, donc à l'issue du match. Alors on a posté un sondage, vous dites, donc avec cette phrase, il a raison, lamentable. Il y a 22% des 1400 votants qui disent ça. Ça s'équilibre sur la saison, 7%. Et 71% des tweetos disent « Parlons plutôt du jeu ». Flo nous dit par exemple à chaud, je ne trouve pas ça anormal qu'il en parle, ils se sentent lésés et quand on est dans la difficulté c'est encore plus notable. Bat nous dit c'est pour cacher la misère du jeu qu'il propose, tactiquement c'est faiblard. François dit certes l'arbitrage est un scandale monumental et Nantes n'est pas respecté, mais plus le temps passe plus on régresse. J'ai pas peur de dire que nous sommes l'équipe la plus faible du championnat désormais. Et puis Jean-Marcel Boulard, donc un homonyme sur Twitter, sur X, pas rencontré lui dans les... il va falloir que tu le rencontres quand même. On connaît le niveau de l'arbitrage français et de Monsieur Buquet, mais il y a d'abord tellement à dire sur notre jeu. N'oublions pas les actions qui précèdent. Il y a une passe en retrait de Cône pour un Lorientais, ça finit sur le poteau. Il y a un contrôle en touche de Kozza. Parlons surtout de nos lacunes techniques et je vais ajouter un autre message sur X. C'est le Nix qui nous dit moi ce que je retiens de cette prestation, encore une fois honteuse, c'est que c'est pas du foot que nous propose cette équipe. Techniquement, tactiquement, tout est nul, ça joue à 2 à l'heure et honnêtement j'ai de gros doutes sur l'implication de certains joueurs. L'implication des joueurs et l'identité de jeu. C'est maintenant qu'on l'aborde, messieurs, l'identité de Luis Castro, de cette équipe-là. 8 minutes sur l'arbitrage, fallait pas faire plus. Mais c'est bien, voilà. Mais parce que... Non, parce qu'on nous le reproche. Non, mais en tribune, vous n'avez pas parlé d'arbitrage quand même. On s'est interrogé, pour nous il n'y avait pas but. Non mais je suis quand même content parce que moi, pour avoir revu au ralenti le duel d'Ablin, j'ai trouvé effectivement que c'est lui qui faisait faute au départ à essayer de l'arrêter en tendant son bras. Donc moi j'aurais accordé le but. On ferme la parenthèse arbitrage, l'identité de jeu. David, ça a été une des questions d'ailleurs que tu as posées en zone mixte à Luis Castro. Une identité qu'on trouve caricaturale et puis un peu rabougrie. L'adversaire sait ce que Nantes va faire là. Rabougrie. Ouais, je trouve que sans doute pour les raisons prévisible évoquées, en fait. Prévisible. C'est tellement prévisible. Il y a quelques semaines, je sais que j'avais eu des retours des gens du club qui m'avaient dit ouais tu peux pas dire ça. Je trouvais que c'était un peu caricatural cette espèce d'échange de passes entre les défenseurs. D'ailleurs Lopez en a parlé en conférence de presse. Faut pas hésiter à le faire pendant 3 minutes s'il faut, mais ça peut fonctionner si tu déclenches quelque chose. Il faut mettre un peu de vitesse à un moment, il faut qu'il y ait des appels, mais sauf qu'en première période, il n'y avait aucun mouvement. Enfin, on l'a vu, au stade, c'était encore plus flagrant. Donc oui, l'identité de cette équipe, on la cherche encore, en fait. D'ailleurs, les réponses de Castro n'ont pas vraiment satisfait. J'ai pas vraiment compris ce qu'il voulait dire. Il dit juste, c'est à moi de trouver la solution, et pour l'instant il ne la trouve pas du tout. Ça ronronne, et j'entendais encore autour de cette table il y a quelques semaines des gens qui disaient que cette équipe était... Non, j'ai pas dit que c'était lui. Tu l'as montré du doigt, c'est pour ça on est en radio. C'était comme ça là. Et cette équipe elle était en plein progrès, mais pour moi elle n'a jamais progressé tout au long de la saison. Et de toute façon depuis, vous ne direz pas le contraire, depuis les matchs de prépa, je dis que cette équipe va droit dans le mur. Voilà.
Voilà. Ah, tu dis ça depuis le début de la prépa? Bien sûr. Tu te l'as dit tout Depuis seul les devant matchs. le miroir. Moi, je travaille l'été, donc j'ai vu les matchs de prépa. Attends, Alors, on va si sortir. on sort le Il y a la planning de vidéo, l'été, on va sortir j'allais toutes dire, les photos. Le mec, il bosse 3 jours dans l'été, il est là 4 semaines. Alors, attends. Dès qu'on contacte David, il nous envoie une photo de lui en slip avec un cocktail et on en a quelques-unes à mettre sur les réseaux sociaux. C'est ça. Bon, bref. Avec un super Bermuda en hommage En à la tout cas, Croatie. c'est la seule véritable info du podcast. Vous avez quoi à répondre? Messieurs, L'identité de on se cette reprend équipe. parce que t'es allé un petit peu plus loin. Non, T'es allé non, trop loin, David. Je vais le faire bosser l'été. Non, mais à un ouais. moment, faut dire les choses. Ouais, on va changer le planning, Ça je crois, tout suffit, de ça suite. fait des semaines que ça dure. T'es allé un petit peu loin sur l'avenir de cette équipe et ses chances de rester en Ligue 1. Je voudrais qu'on D'ailleurs, ça a revienne quand gardé même. pour la suite. Hein. Bien sûr. Ouais. Mais les gens connaissent l'émission depuis longtemps. Ils savent ce qui est dit et contredit. Jean-Marcel, sur l'identité de jeu de cette équipe, on évoquait des choses qui sont un peu caricaturales. Tu as esquissé tout à l'heure le dépassement de fonction, la vitesse, le dribble et puis un jeu un peu plus direct. C'est ce qui manque. Qu'est-ce qui fait qu'on a l'impression que ça ronronne? Ce qui manque déjà, je pense que je suis pas sûr que l'effectif est adapté aujourd'hui pour ce système-là. Et en tous les cas, pour le mettre en musique, puisque là, on est au bout de 13 matchs. On a quand même une photographie qui est suffisamment large et précise pour se dire que le temps des promesses, il est vraiment résolu, qu'on est plutôt dans le temps des problèmes, que les progrès, en tous les cas, enregistrés en octobre, ils ont volé en éclats sur le match de Metz. Il y a vraiment un avant et un après Metz. Enfin, on discute avec les supporters aussi le pensent. Et cette équipe reste traumatisée par ce qui s'est passé contre Metz, où elle est revenue à la dure réalité face à des équipes de son championnat qui vont jouer un peu plus bloc bas, un jeu un peu plus minimaliste et beaucoup plus réaliste. Et on se rend compte qu'elle a éprouvé les pires difficultés. Elle a pris que 2 points sur 9 face à ses adversaires directs, qui étaient aussi au fond du trou. Donc elle a plus aucun repère. Elle est jeune, elle n'est pas entreprenante. Et puis ce système-là, il est exigeant dans la maîtrise technique. Et je ne suis pas sûr que cette formation, elle a cette maîtrise technique-là, ou en tous les cas les profils pour animer ce 4-3-3. Voilà, le 4-3-3, exactement. Je voulais venir à cette organisation tactique. Alors, on n'est pas des spécialistes de la tactique, mais on suit quand même un petit peu cette équipe et ce club depuis longtemps. Une phrase de Comboiré peut-être sur la tactique? Ah, si tu veux, je peux retrouver. C'est parti. Vous n'allez pas me casser les bonbons avec la tactique, les schémas, ça et tout. Bah si, un petit peu. Ouais. J'ai une interrogation, Pape, sur l'identité de jeu et la tactique, parce que quand on voit Kwon, et on l'a vu depuis le début de saison à de multiples reprises, être cette sentinelle qui, dès que les Lorientais ont le ballon, y compris dans leur camp, hein, le ballon dans les pieds de la charnière centrale lorientaise par exemple, vient se glisser dans le 5 de derrière. C'est comme ça que la préparation. Hein. D'accord, mais ça veut dire que tu n'as aucune intention d'aller presser haut ou d'aller chercher cette équipe puisque tu dépeuples ton milieu de terrain. Et Kwon se retrouve dans une défense à 5 avec, pour le coup, des pistons qui s'appellent Amiens et Koza. Donc en contre-attaque, on n'a pas quand même les joueurs les meilleurs joueurs du championnat en la matière. Mais c'est surtout que tu dépeuples ton milieu de terrain et t'es grignoté en termes de possession. Et tu finis par reculer et ça arrive à ces vagues lorientaises. Non, mais c'est Le Penant qui l'avait dit, je crois, à Nice, en zone mixte. Il avait dit, mais en fait, on est un peu tout seul au milieu de terrain à s'époumoner, parce qu'effectivement, comme tu dis, la sentinelle qui vient renforcer la défense centrale avec, comme tu dis, des latéraux qui prennent pas de décision. Mais à un moment, il y a aussi C'est première mi-temps contre Rennes aussi. Oui, mais pour moi, tu as quand même un problème individuel à un moment. C'est que tu parles tes latéraux qui sont pas les plus grands attaquants du monde. Moi, il y a la peur, la crispation, ok, mais je trouve que techniquement, le match de dimanche est d'une extrême faiblesse. Et je mets Lorient dedans aussi. Hein. Mais les contrôles qui vont en touche, les passes ratées, le manque de décalage, c'est une chose. Kwon, à la récupération dans un rôle de sentinelle, ok, il est intéressant, mais il faut aussi se projeter un petit peu, il faut créer du surnombre. T'as Le Penant qui est un peu limite, mais lui, tu sens qu'il apporte quelque chose box-to-box. Et ceux qui étaient un peu positifs, qui t'apportaient quelque chose, je trouve, ces dernières semaines, Mwanga, El Arabi, qui était rentré dans le 11, qui était intéressant, ces joueurs-là ont plongé complètement. Ce sera notre deuxième partie, voilà. De rentrer dans le détail. Oui, mais en fait, c'est que individuellement, tu n'as pas de repères et de joueurs, à part Ablin. Mais Ablin, il est pour moi en train de devenir une caricature de lui-même, à foncer tête baissée et à se perdre un petit peu dans cet effectif-là, parce que collectivement, tu n'as pas de solution. Et donc, les seuls décalages que tu as, c'est prise de risque individuel
ou ce qu'on a vu en toute fin de match, des longs ballons balancés dans la surface adverse. Et tu peux faire rentrer Radakovic parce qu'il reste 3 minutes et qu'il faut planter Ce une rôle tête. de sentinelle là, enfin c'est pas que le rôle de sentinelle, en fait quand je parlais de profil, on voit bien que sur la prépa tu as démarré avec Francis Coquelin dans ce rôle là et tu avais franchement, pour le coup c'était ultra prometteur, tu avais une vraie influence sur le jeu, tu avais la construction elle partait de là, elle était essentielle sur les premières relances, c'est-à-dire sur la première relance tu peux vite créer un déséquilibre parce que tu vois un décalage, parce que tu vois un joueur libre, parce que tu vois des choses. Ce que tu peux voir avec et Mwanga. Tu verras, voilà, et ce que j'allais dire, c'est que la clé, elle est là pour moi. Que Mwanga, même s'il n'a pas le même rôle que Coquelin, il est capable de participer à ça. Et Kwon ne le sait pas. Kwon, il sait juste défendre. Dans sa première relance, il a une lenteur dans l'exécution. Il a des vraies lacunes et des vraies déficiences qui ne peuvent pas, en tous les cas, favoriser l'expression de ce 4-3-3 là. Donc, déjà, dans le choix des profils. Faire jouer les joueurs à leur poste, c'est quand même pas mal. Le roux à son poste, c'est bien. Mwanga, c'est en sentinelle, c'est mieux. Mais le roux, je me demande même s'il est. Parce qu'on l'a fait jouer au milieu en pointe haute dans un système de relayeur. Je suis pas sûr que le système soit adapté en tous les cas à ses qualités. Mais après, il faut aussi. Mwanga sentinelle, ça me parle. Je m'arrête juste là-dessus parce qu'on a envie de le voir en sentinelle. Pourquoi on a été recruté Kwon ? Non, mais tu mets le meilleur joueur. Mais dans ces cas-là, on sait qu'il va jouer en 4. Oui, mais pourquoi on a été recruté Kwon s'il n'a pas les qualités pour, en tous les cas, sur la première relance, être efficient sur ce système-là ? Mais tu as aussi quand même. Il y a les gros problèmes individuels, mais tu m'as dit qu'on en parlait dans la deuxième partie. Mais il y a aussi le manque d'appel, de mouvement, qui pour moi est criant quand même. J'ai vu une fois dans le match. À un moment, ça part à droite, je me demande si c'est pas Amiens, et d'un seul coup, il y a une projection un petit peu dans l'axe pour créer du surnombre. Mais le foot, c'est ça, c'est créer des déséquilibres. Faire des passes de gauche à droite, c'est très bien. Et puis faire mais c'est un moment, créer des déséquilibres, qu'il y ait quelqu'un qui se projette vers l'avant. Alors, soit se projeter balle au pied, faire des différences, ce qui était capable ces dernières semaines de faire Mwanga, d'aller box-to-box, créer quelque chose, soit par la passe, de créer une passe qui prend un risque, qui te crée un décalage. Mais le décalage, il faut qu'il soit fait, il faut qu'il y ait quelqu'un à la réception de la passe. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui fasse l'appel. Pour ça, il faut surtout aussi que ça soit une dynamique de bloc. Et la dynamique de bloc, on la regarde sur la deuxième période. Il y a lorsque le FC Nantes a joué quasiment, parce qu'il jouait, enfin c'est même pas qu'il jouait super haut, il jouait, Lorient était regroupé dans ses 30 mètres. Je crois que le premier central était à peu près au niveau du rond central de Lorient. Ouais. Dans le camp de l'Orientais, donc il y avait derrière 60 mètres à courir, et malgré, si tu joues haut là, tu as une dynamique pour garder en tous les cas le ballon, mais derrière il y a eu 2-3 ballons de contre, des 3-4 à jouer, et en fait on n'a pas le sentiment qu'ils sont dangereux, mais ils sont ultra exposés derrière. C'est ça. Et c'est ils sont exposés sans être dangereux. Sans être dangereux. Non, ils sont dangereux. Donc il faut qu'on avance. C'est comme ça depuis très longtemps quand même. Pour jouer comme ça, il faut être aussi en confiance. Et on a bien vu que justement cette équipe-là, elle est incapable aujourd'hui d'avancer, d'aller en tous les cas se projeter et d'aller. Non mais très court. Ce que disait Jean-Marcel, c'est une équipe pour moi qui ne sait pas défendre. Qui s'expose et qui s'ouvre totalement, et on voit ça depuis le début de la saison. Et Lorient, système pour le. Il faut pas oublier le début de saison. Elle savait défendre sur le début de saison. Qui prenait très très peu de buts. Mais parce qu'il y avait un Lopez qui marchait sur l'eau. Ouais, c'est ça. Elle concédait des occasions. Elle a quand même un paquet d'occasions. Et surtout, elle se fait ouvrir. Et Lorient, qui est quand même pas un foudre de guerre, ils ont des situations. À défaut d'occasion, ils ont des situations de malades. Hein. On a parlé, le poteau, il y a une situation mal gérée. Voilà. Ils ont des situations de 2 contre 2. Ils sont dans des situations individuelles de 2 contre 2 à chaque fois. C'est dur à gérer. Hein. Le dépassement de fonction, cette équipe capable de surprendre avec des joueurs qui font des différences, on ne voit pas ça. Peut-être parce que cette équipe est trop lisible aussi. C'est la continuité voulue par Castro dans le système et dans la façon de jouer. Les adversaires le préparent. Ils savent exactement ce que va faire Nantes et rendre cette équipe-là inoffensive. Est-ce que Luis Castro, et on en vient au coach, se trompe à vouloir garder toujours le même système ? Est-ce qu'il se trompe dans le choix des joueurs ? Est-ce qu'il est obtus ou est-ce qu'il est capable de changer, David ? C'est le vrai débat désormais que nous posent tous les supporters. Je vais vous lire quelques-uns des commentaires. Il n'y a quand même pas grand-chose de réjouissant dans le jeu proposé, nous dit Alexandre Tso. Les joueurs ne sont pas au niveau ou trop jeunes. Le 4-3-3 semble ne pas correspondre à la qualité visible sur le terrain. Un autre système pourrait-il changer les choses ? Le script nous dit malheureusement la vérité qui déchire le cœur de tous les supporters, c'est que Castro semble incapable de trouver une solution, notamment au milieu. Alors, il a changé, on l'a peut-être pas vu, mais lors des 10 dernières minutes, il est passé en 4-4-2. Et je crois, Jean-Marcel, tu disais que c'était déjà arrivé depuis le début de la saison. Match, oui. Peut-être sur des fins de match. Ouais, on est sur un système de fin de match un peu hurrah. Oui, exactement. On sait, pour avoir appelé pas mal de gens du côté de Dunkerque cet été, c'est un coach qui, je pense, ne va pas se renier. Il a un principe de jeu qui est immuable. Il a un dispositif en 4-3-3. Je me souviens en avoir parlé avec Vincent Sasso, l'ancien Nantais, qui est désormais à Dunkerque.
Je pense qu'il ne bougera, il ne changera pas son système a priori. Même si peut-être il va peut-être être incité par l'entourage. On va sans doute lui dire qu'il va falloir changer parce qu'effectivement, il ne trouve pas la solution. Il n'y a aucun progrès, je me répète, il n'y a aucun progrès depuis plusieurs semaines. Changer, ça ne veut pas dire révolutionner, mais s'adapter. Peut-être à tes joueurs, à ton adversaire. Surtout. À tes joueurs et à l'adversaire. Ouais. Oui, mais après, je me souviens qu'Antoine Comboré changeait sans arrêt de système. Ça n'a pas changé grand-chose. Hein. Il changeait même entre le vendredi et le dimanche. Ouais, il changeait tout le temps. On a tout vu. On a vu le 4-2-3-1, le 4-3-3, la défense à 3, à 5. Ça ne changeait absolument rien dans le jeu. Je pense que Castro a quand même évolué certaines choses, je pense, dans les positionnements, même en restant en 4-3-3. Il a changé, parfois un peu le milieu de terrain, ce qu'on disait tout à l'heure, la sentinelle qui vient se mettre dans la défense. Il y a des moments dans le match où c'est pas le cas. Il y a des moments où ils évoluaient un peu plus haut, ils évoluaient avec une pointe un peu plus haute. Bon, je pense que ça peut évoluer là-dessus. Effectivement, là, c'est qu'on voit que ça marche pas, et je pense qu'il faut un déclic, changer quelque chose. Est-ce que c'est au niveau des joueurs? Est-ce que c'est au niveau du schéma? Est-ce que c'est au niveau de du coach? Mais il faut changer. Non, je sais pas. Je te pose la question. Non, mais la question, elle se pose. Hein, on est au FC Nantes, on est au mois de décembre, on a vécu ça 10 000 fois, la confiance donnée à l'entraîneur jusqu'à ce que ça commence à se crisper, qu'il y ait beaucoup de critiques dans le contenu et également dans les résultats. On peut y aller, on va pas se mentir. Il y a une semaine, on vous disait que normalement Castro serait là à Noël. Oui. Là, la première mi-temps, on en a assez parlé. L'extrême pauvreté dans le jeu. Voilà, franchement, le match de dimanche, parce que c'est même tout le match, a vraiment, vraiment inquiété la direction du FC Nantes. C'est un peu la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, hein, très clairement. Je pense que la direction n'était pas, en tout cas Franck Kita et ses collaborateurs. Je parle pas de Valdemar Kita, c'est un peu différent. Parce que Valdemar Kita, lui, ça fait un petit moment, peut-être qu'il aurait pu. Il est pas super fan. Il était prêt à changer. Hein, ouais. Mais en tout cas, Franck Kita et ses collaborateurs se posent des questions. Ce qui s'est passé, racontons ce qui s'est passé dans les vestiaires. Valdemar Kita, il y a 15 jours, était descendu contre Metz. Voilà, 3 semaines, descendu dans le vestiaire. Ça a été cette fois le tour de Franck Kita, David. Il est descendu, il a l'habitude de descendre dans le vestiaire. Effectivement, alors, il n'a pas pris la parole comme son père avait pu le faire lors de la mi-temps Nantes-Metz, mais des gens l'ont vu très, très, très en colère, exaspéré même par cette première période. Donc ça nous fait dire que t'as les attitudes. Il l'a pas caché. Il a pas caché. Ça nous fait dire que la fragilité du coach est accentuée. On dit pas qu'il va partir demain, mais on dit qu'il est de plus en plus fragile. De toute façon, Simon, on est à Nantes déjà, donc tu sais qu'il y a une instabilité chronique et tu as une obligation de résultat. Tu sais très bien, quel que soit l'entraîneur, qu'il faut faire tourner le compteur. Quand Castro est arrivé, on a évoqué le fait que c'est un entraîneur qui prenait beaucoup de risques à Dunkerque, qui avait une identité de jeu très marquée. Ce qu'on nous a répondu au club, c'est oui, mais on est en Ligue 1, il faut être pragmatique. Et surtout, il faut faire tourner, peu importe la manière, il faut faire tourner le compteur. À partir du moment où le compteur ne tourne pas, surtout face à des adversaires directs. 3 adversaires successifs de ton championnat, 2 points pris sur 9 possibles. Je pense que on est à Nantes, et tu l'as vu l'année dernière, particulièrement avec Antoine Comboré, la qualité de jeu, quelque part, peu importe. Ce qu'il faut à Nantes, c'est prendre des points. Que tu tires une fois, est-ce qu'il y a le cas? Tu cadres une fois, tu marques un but, il faut des points. Non, le débat, il n'est pas à Nantes. Je pense que si tu étais à Metz ou au Havre, ça serait exactement la même manière. Le problème de Luis Castro aujourd'hui, c'est qu'il a perdu énormément de crédit. Au-delà du compteur qui ne tourne pas, c'est la production. C'est sur les 3 derniers matchs. C'est ça. C'est sans doute ces 3 matchs les plus pauvres de la saison face à des concurrents directs. Et donc ce sentiment d'impuissance qui dégage, cette incapacité en tous les cas à relever le niveau de son équipe, il devient forcément inquiétant à la 13e journée et beaucoup plus qu'il ne l'était à la 6e. Et surtout, donc là, en tous les cas, il ne trouve pas les réponses. Et même dans ses discours qu'il a contre nous, à vous lire, je l'entendais encore, il avait les mêmes réponses il y a quasiment 1 mois et demi. C'est à moi de trouver la solution et d'emmener mes joueurs. Bah oui, mais ça fait 2 mois que tu le dis, Louis. Et surtout vis-à-vis de la promesse, là, il y a un souci, c'est un entraîneur qui te vend du jeu. Il y a une vraie régression. Ouais, là, je pense qu'on les a. Non, mais là, aujourd'hui, tu es sur des b.a.-ba à revenir comment déjà tu arrives à recréer un bloc équipe, comment tu arrives à retrouver confiance, comment tu arrives à t'approcher du but et puis à semer le danger, puisqu'effectivement, tu as fait 9 tirs, dont un seul cadré
sur une rencontre comme ça, t'es la 16e étienne. Il sort le parapluie avec les stats en général pour te contredire. Mais ça, il le fait depuis le début. On a eu plus de tirs. Et là, pardon. Il voit des actions qu'on n'a jamais vues. On voit les matchs. Il me rappelle un peu Antoine Camboire, vous vous souvenez, il avait toujours tendance à dire on est rentré tant de fois dans la surface de réparation, on a senti. Et là, hier, dimanche, il commence à nous dire, je reparle du match de Metz. Et il me redit, c'est le match où on est allé le plus dans le dernier tiers de. J'ai cru qu'il allait nous sortir tous les chiffres. Ça sert à rien. Et franchement, ça c'est très politique. Tu choisis d'interpréter les chiffres à ta sauce, mais on voit les matchs et on voit une équipe qui est en difficulté pour produire du jeu et pour avoir des résultats. Et un coach, on va le dire, qui est de plus en plus fragilisé. Surtout, je le redis par rapport au projet de départ. Bon, on te dit, quitte à mourir, ce que disait David, c'est un coach qui va pas se renier, mais qui est censé produire du jeu. Et là, le problème, c'est que ça ne progresse pas et ça régresse. Pour lui, l'enjeu aujourd'hui, il est de tenir jusqu'au renfort de janvier. Oui, éventuellement. Parce que tout changer, ça me semble un peu compliqué. Enfin, ça me semble une autre prise de risque. De quoi ? De changer le coach et le. Tout changer. On a dit aussi que c'était fictif. Là, en tous les cas, il y avait besoin de corriger un mercato. L'échec du mercato, en tous les cas, où on a échoué dans la façon d'avoir des vrais renforts. Et aujourd'hui, on peut espérer en tous les cas que le mercato de janvier vienne le corriger et apporte en tous les cas les joueurs dont il a besoin lui pour son système. Il y a quand même des repères. Tout refaire là en janvier. Ce qui s'était passé avec l'arrivée de Gourvenec il y a 2 saisons, avec un mercato, avec plein de joueurs qui étaient arrivés sans succès. Oui, mais tu peux dire aussi, je mets un nouveau coach et je lui donne les joueurs qui est arrivé pour le coup. Ouais. Oui, un nouveau coach qui était arrivé. Tu lui donnes des joueurs. Et des nouveaux joueurs. Il faut vraiment qu'on avance, messieurs, on a été très 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 bavard. On lui donne des joueurs qui lui manquent à ce coach-là. On fait un zoom rapide sur quelques-uns des joueurs justement qui n'aident pas Luis Castro dans sa tâche. Simon Rengoat, It West. David Filippo, Ouest France. Pierre Arnaud Barre, Presse Océan. Jean-Marcel Boudard, Ouest France. Sans contrôle. L'actu des Canaries a une touche de balle. Parce qu'on n'est pas forcément d'accord entre nous sur la performance de certains joueurs. On a vu le même match, mais pas les mêmes prestations. Et j'entends siffler le train. C'est quoi ça ? C'est Pénac ? Non. Jean-Marcel ? Je sais que c'est. C'est pas toi, c'est une chanson de vieux là. Richard Anthony. Oui. Oh là là. Tu vois, il suffit de le pousser. Shazam. Non. Richard Anthony, mais t'as le droit de connaître ça, Jean-Marcel. Tu ne seras pas jugé. Non, je n'ai pas peur du jugement, surtout du vôtre. Alors, on s'inquiète un peu quand même pour notre conseillère musicale, Hélène Hamon. C'est un choix qui dit des choses, Jean-Marcel. Je ne vous vois pas dans les endroits où je suis. Donc ça me rassure. Le train, certains sont peut-être en train justement de le laisser passer. Des recrues comme des jeunes qui verront peut-être débarquer des nouveaux à leur place bientôt. D'abord sur Cône, on va faire rapide, messieurs, parce qu'on a été bavard sur le reste. Cône, on a déjà dit beaucoup de choses. Son rôle de fausse sentinelle. On a déjà parlé depuis le début de saison. Son niveau de jeu global. Mais on n'était pas d'accord dimanche. Moi, je l'ai trouvé inutile, voire dangereux dans l'utilisation du ballon. Il ralentit le jeu, il apporte pas grand-chose. Quelques récupérations, c'est vrai, à mettre à son crédit. Mais c'est trop peu. David, toi, tu l'as bien noté. Je l'ai bien noté. J'ai mis 5. Parce que je trouve que par rapport aux autres, notamment sur la première période, je trouvais qu'il surnageait, quoi. C'était franchement vraiment pas du tout. Au niveau de la récup, au niveau de l'impact physique. Il a perdu un ballon dans l'axe qui fait poteau après pour Lorient. Rien que ça, c'est rédhibitoire. Et puis, il joue latéral quand même beaucoup. Moi, je suis pas d'accord. Non, franchement, c'était pas que latéral. Non. Il a 4 passes vers l'avant, je crois. 4 passes. Je sais pas si t'as vu les autres à côté. Franchement, et je trouve qu'il a récupéré il a coupé un nombre de trajectoires vraiment. Il a fait un match honnête. Il a fait un match honnête. Franchement, en tout cas, une première période, je trouvais que c'était le moins mauvais et de loin de. Mais le drame de David, c'est quand il parle de jeu. Non, on parle de joueurs. Personne pour aider David. Non, laisse-les. Non, je n'ai pas besoin d'aide. Non, très bien. El Arabi montre-t-il à son tour ses limites parce que il a fait son âge. Hype El Arabi. Dimanche, il a fait son âge. C'était dur. C'est un joueur on le sait, qui a plus la vitesse, qui a plus la caisse, et il compense par une technique et une belle vision du jeu avec des belles ouvertures. Et en fait, là, il a pêché techniquement. Donc c'est comme Mohamed, faut être dominant et qu'il soit dans la surface, quoi. Tu peux pas. Non, il peut. Moi, je l'avais trouvé intéressant, un peu en meneur de jeu.
voilà, en attaquant reculé, qui ouvre des espaces pour les autres, qui attire les défenseurs et qui ouvre des espaces pour les autres, et surtout qui a la vision du jeu pour lancer les flèches sur les côtés. Mais là, on n'a pas vu ça. Ah non, contre une équipe en difficulté, et ce que je disais, c'est lui aussi. Tous ceux qui étaient plutôt bons, encourageants, ont plongé. Enfin, Mwanga, tu vas en parler, mais Mwanga, c'est cata son match. Ouais. Tu l'as mis combien, David ? Il faut le remettre en sentinelle. Ah là, il faut le remettre dans son espace de confort. Techniquement, dans la projection, quand tu as un joueur comme ça qui te plonge, tu as toute l'équipe qui plonge en fait. Tabibou, le pendant de Mwanga, c'est pour lui en train de. 2 ou 3, moi j'ai mis là. Ouais. Il laisse passer le train, c'est le contre-coup peut-être. Mais lui, pour le coup, il met en danger depuis un moment, je trouve, son équipe. Ouais. Il a des pertes de balles à 25 mètres. Puis on attend des choses de lui en fait, Tabibou. On attend des choses, qu'on a vu des choses cet été notamment, moi quand je bossais. Ouais. Peut-être pas vous, mais. Ce qui est dommage, c'est que tu aurais pu regarder ses stats parce qu'il a quand même 49 ballons joués. Donc par rapport à ton Kwon, je pense que si tu veux en termes d'influence, c'est autre chose. Il a gagné un duel sur 2 et il a 8 récupérations. C'est un mec qui était à peine devant mais après. Pas vu le match qui est en train de me dire ça. Mais si tu veux, c'est juste les chiffres qu'il faut. C'est qu'un mec qui était à l'apéro a mieux vu le match que toi qui étais au stade. Donc Tabibou, effectivement, il est loin de son rendement et on peut l'expliquer sur pourquoi éventuellement il y a ces 2 pertes de balles qui à chaque fois ont occasionné 2 buts dans une équipe en manque de confiance. Forcément il est atteint par ça et que forcément il donne pas la pleine mesure de ce qu'il a. Lui c'est un joueur pour le coup qui prend le risque et je trouve c'est un révélateur en tous les cas de cette formation là qui doute puisqu'il tente plus grand chose en fait. Non, c'est ça. La seule fois où on l'a vu où il a cette il devient neutre, Jean-Marcel. Oui, il devient très neutre. Ouais. Mais par contre, sur le plan défensif, il fait les efforts, il fait le travail comme les autres et en fait, il se contente de faire un peu le côté sécurité mais sans ce qu'on lui demande à lui, il déjoue sur ses propres qualités, c'est ça le problème. Il participe à ce que cette prestation offensive nantaise soit fade. C'est de lui qu'on attend l'ouverture lumineuse, oui, le pourtant, dribble. Là, quand il a joué entre les lignes, c'est lui qui a trouvé des situations un peu entre les lignes en début de deuxième, notamment sur sa frappe où malheureusement il y a un rebond. J'aurais dû lui juste mettre avant. 7, je suis désolé Jean-Marcel. Non mais c'est vrai que moi aussi je laisse Tabibou sur le terrain. Les joueurs qui cassent les jeux que les joueurs qui créent, donc je laisse Tabibou sur le terrain. Un peu aussi Jean-Marcel. Pour le coup, moi parce vraiment, si t'as le short relevé et que tu mets des boîtes. C'était tellement faible à côté, on savait que Kwon ou Mwanga n'allait pas bouleverser ce jeu-là. Est-ce que c'est pour cette raison-là que je fais une parenthèse Castro, ces joueurs-là, il les a pas sortis tout de suite. Il a laissé à la mi-temps, il repart avec le même 11 avec la prestation. Ça vous a pas étonné? Vous attendiez pas à ce que sur le banc. C'est à cause de la faiblesse du banc. Regarde, Ong. Il est où Benatab? Benatab. Il est où Benatab? Benatab, il a disparu. Ça va pas du tout avec le coach. Je trouve qu'il n'y a pas une grande différence de niveau entre ceux qui sont sur le banc et ceux qui sont dans le 11 au regard des joueurs absents, des blessés. C'est ça le problème. Quand ceux qui sont sur la pelouse sont mauvais, on peut peut-être essayer de mettre des moyens. Mais par contre, vous êtes déjà allé au stade, vous avez fait les rentrées, vous vous dites, lui là, ça va changer. Non, t'as eu ce sentiment-là depuis Radakovic en attaque, ouais. Benatab. Benatab un petit peu. Benatab en début de saison, si, franchement, on était les premiers à dire. Je me demande si j'ai pas dit que ça allait être la révélation de l'année du côté de Nantes. Si, mais t'as dit que Nantes allait descendre et que depuis le début, tu savais qu'il allait descendre. C'est le meilleur. Guirassy, un peu. Tu dis qu'il peut apporter sa vitesse. Non, mais par exemple, Ong. Non, mais c'est compliqué. Ong, puisque je me suis planté sur son âge, 26 ans, j'ai dit qu'il avait 28 l'autre jour, on m'a repris. J'ai eu des messages. C'est rare que tu te plantes. Oui, à 2 ans près, ça va. C'est rare qu'ils reconnaissent. Mais non, mais ce qu'il faut, Ong, c'est que t'as des messages. C'est pas normal que Ong n'arrive pas à s'imposer, ne soit pas même un remplaçant crédible dans cette équipe. C'est quand même un mec qui a un peu d'expérience. Il a joué en Allemagne, il a joué en Belgique. Mais du coup, lui, ça y est, c'est fini. Je suis même pas sûr qu'on le retrouve maintenant. Et on parlait de dynamique et de confiance, même si tu le relances, dans quel état? Mais individuellement, là, on fait la liste. T'as 2 joueurs à sortir. On s'arrête parce qu'il y a. On s'arrête. Non, mais à sortir, t'as ton gardien qui est bon et t'as Ablin qui est juste individuel. Et tu sais quoi, on va même pas faire Lopez parce qu'on l'a déjà fait beaucoup. Lopez peut-il sauver les Canaries à lui tout seul? Réponse non. Il peut pas sauver tout seul. Et d'ailleurs, moi, ça m'inquiète parce que je trouve qu'il s'agace un peu quand même beaucoup. Je pense qu'il a pété un plomb dans pas longtemps. En tout cas, on a dû remonter le moral des supporters, je pense, là, aujourd'hui. Mais c'est pas grave, Nantes va à Lyon. Et à Lyon, ça se passe toujours bien. Simon Rengoat, It West. David Filippo, Ouest France. C'est pas ce Pierre qu'avait dit Arnaud Cardozo. Presse Océan. Jean-Marcel Boudard, Ouest France. Sans contrôle. L'actu des Canaries a une touche de balle. À Lyon, Nantes est très souvent marron. Faut pas qu'on s'entraîne. Violet. À toucher le bas. Le titre? Oui, attends, ça vient. Comme si, comme ça, ça va comme si, comme ça.
à vivre avec ça. Comment est ta peine? Comment est ta peine? Comment est ta peine? Je connais en plus. Par contre, ça doit faire 3 fois depuis plusieurs mois cette chanson. Je pense qu'il y a un souci faudra dire à Hélène de se renouveler un peu. Un petit souci personnel, C'est parce qu'il est lyonnais, Biolay. Ça va pas très Du bien. travail vite fait. Parce qu'il est. Et critiquez pas Hélène, d'accord. Si vous pouviez aller plus vite dans les transmissions, parce qu'il y a un restaurateur qui nous attend. Oui, alors on ne parle pas pendant les jingles Quand il a d'ailleurs. faim. Ça y est, tu te mets à parler pendant les Non, jingles. non, c'est pour le service. C'est le dépassement de fonction. 4 défaites et un nul sur les 5 derniers déplacements des Nantais dans la capitale des Gaules. Autant dire que c'est pas gagné pour les Nantais. On va évoquer ça avec un confrère, Arnaud Clément du Progrès, qui nous rejoint. Salut Arnaud. Salut à tous. Dans quel état est cette équipe lyonnaise avant d'accueillir le FC Nantes flamboyant dont on vient de parler avec les confrères? Elle est dans l'état d'une équipe qui est aujourd'hui confrontée à ses limites et qui tourne beaucoup moins bien dès lors qu'on lui enlève quelques cadres. J'ai envie de dire, on l'a vu à Auxerre, où il n'y avait pas Tagliafico, il n'y avait pas Morton, il n'y avait pas plusieurs éléments aussi blessés comme Kluivert ou malade comme Maitland-Niles. Lui, il était sur le terrain, mais pas forcément dans un rendement superbe, et ça a donné une équipe européenne mais incapable de faire la différence face à la lanterne rouge, et ça corrobore la thèse qu'elle surperformait en début de saison et qu'elle est peut-être aujourd'hui finalement à son niveau réel. Et du coup, comment est l'état d'esprit? Est-ce qu'il y a de l'inquiétude? Est-ce qu'il y a un petit peu de crispation? Enfin, même si c'est ce qu'on attendait à Lyon forcément vu les changements, mais est-ce que ça crispe un petit peu ces résultats? Pour le coup, j'ai pas ce sentiment, dans le sens où Mathieu Louis-Jean l'avait dit, cette année on veut une équipe qui aura peut-être moins de talent, mais qui aura beaucoup de cœur et qui vivra mieux ensemble. Et ça, il faut l'admettre que malgré la passe actuelle de 4 journées sans victoire, j'ai pas le sentiment non plus que ça provoque trop de remous en interne. On en a vu après le match du PSG, mais qui s'adressait plus au corps arbitral avec des décisions qui ont du mal à être comprises côté lyonnais. Mais sur le vivre ensemble, sur le projet de jeu qui est quand même bien assimilé, et ça faut reconnaître que Paolo Fonseca de ce côté-là, ça reste un stratège tacticien, parce que l'OL a toujours cette marque déposée dans le jeu, je dirais, depuis le début de saison. Donc non, je dirais pas qu'on sent trop de crispation, mais c'est vrai qu'aujourd'hui il y a des manques, et notamment sur le plan offensif, et c'est un peu la question du moment. C'est cette équipe joue bien, mais comment est-ce qu'elle peut marquer? C'est un peu le questionnement, et notamment depuis que Malik Fofana est sur le flanc. La défense nantaise étant en plein doute, tu peux rassurer les Lyonnais, il y aura quelques ouvertures, je pense, durant cette rencontre-là. On va pas t'embêter longtemps, Arnaud, mais on va quand même évoquer le regard depuis Lyon du début de saison du FC Nantes. Je sais que tu suis pas tous les matchs des Canaries, mais voilà, quel sentiment en Ligue 1 et le tien sur ce nouvel entraîneur, Luis Castro? On vient d'en parler beaucoup, on est curieux de savoir ce que ça donne de l'extérieur. Alors de l'extérieur, moi j'ai quand même le sentiment d'avoir une équipe qui s'accroche et puis qui a quand même du talent. Alors de Lyon, évidemment, on pense tous à Anto Lopez qui a évidemment marqué les mémoires, mais moi de ce que je vois, enfin j'ai énormément d'intérêt pour un Mathis Sabline, et je me dis que aujourd'hui, si l'OL avait un attaquant de cette trempe, ça serait quand même pas plus mal. Donc non, je me dis que ça va quand même être compliqué pour l'OL, et en plus j'ai l'impression que malgré les remous, je vois un petit peu les questionnements du moment sur l'entraîneur Luis Castro, et j'ai quand même le sentiment qu'il y a une équipe qui a du caractère et qui peut répondre malgré les difficultés du moment. Tu peux être objectif quand même, enfin, tu vois, la parole est libre. C'est un Lyonnais qui est en train de remonter le moral des supporters nantais, en fait. Non, mais on n'est pas le podcast du club, hein, attention. Parce que j'ai vu que tu cherchais des trucs vraiment positifs, mais... Non. Bah après, très honnêtement, je vais pas vous la faire à l'envers. Je regarde pas dans le détail tous les matchs du FC Nantes, et évidemment que j'ai vu quelques trucs qui m'interpellaient défensivement à travers les résumés. Mais bon, c'est qu'une lecture minimaliste de ce que produit l'équipe. Donc vous êtes bien mieux qualifié que moi. Tu sais que le FC Nantes a des problèmes d'arbitrage, hein, comme Lyon. On en a parlé aussi. Donc il y a 2 équipes mal aimées des arbitres qui vont s'affronter. Est-ce que le moins plus moins fera un plus? Je sais pas, mais non, après le fait est que là, depuis 3 matchs, comme je vous disais, on a vraiment ce sentiment que l'OL peut jouer des heures et des heures sans marquer, donc
Il peut, Ça tombe bien, il peut Nantes quand aussi. même arriver. Il peut arriver que ça bascule peut-être d'un côté comme de l'autre, et où ça donne un bon match bien fermé, comme la Ligue 1 sait nous l'offrir parfois. On va regarder la cote du 0-0 alors. Il y a peut-être quelque chose à faire sur cette rencontre-là. Il y a peut-être un truc. Merci beaucoup Arnaud. Merci pour ce Arnaud. petit clin d'œil. Merci beaucoup. C'est très sympa. Merci à vous. Et Bon on t'envoie Jean-Marcel dimanche. Ouais, pour West Allez. France. Ouais, chez moi, des précis. Je serai là aussi, moi. Ouais. Pierre Arnaud aussi. Ah, toi aussi, Vieux Ah, oui, j'en Pierre suis. Arnaud Non, aussi. mais je sais que ça t'intéresse. Non, pas. mais je. Non. D'accord. Parce que Une David équipe est de allé pour qualité, une fois donc. aller au stade. Une équipe de qualité. Ah oui. Merci Bon. Arnaud. Merci Arnaud Merci. Clément. On te lit au Merci quotidien à dans vous. le progrès. Merci. Si tu peux les renseigner sur les trucs à faire après le match, c'est ce qui les intéresse. Bah, Il y a des bombards, si veulent des- venir avant, il y a un truc sympa qui s'appelle la Saint-Élion, qui est une course de trail de 80 Ah non, km. courir le sport, c'est pas trop leur truc. Non, Je crois qu'on parle pas de la même chose. Non, non. On va pas être copains. Merci Arnaud. Merci Arnaud. Bye bye. Salut. Messieurs, Course de trail. ce Non, mais match-là- on l'appelle plus jamais. Allez, Jean-Marcel, on lui dit pas bonjour dimanche. Hein. ce match-là, on Je suis l'évoquait le seul à faire du rapidement. sport autour de cette table. Non, l'autre, il court 3 fois par mois. Je pense pas qu'il parle de courir. Peut-il être un juge de paix, ce Lyon-Nantes, pour le coach, pour notre ami Luis Castro, s'il prend une nouvelle fessée avec... Bah, oui, non peut mais se poser- on commence à se poser la question. Bah, il y a un truc qui est marrant, je sais pas. Est-ce que vous savez qui a été. Cardozo, je l'ai dit tout à l'heure. Ouais, enfin, personne n'a compris. T'as dit, oh, Cardozo. On n'a rien Vas-y compris. David, reprends. En 2018, octobre 2018, le FC Nantes est en immense difficulté avec Miguel Cardozo. Et avant le match, on sait qu'il est pas loin d'être. Il a la tête sur le billot, si je puis dire. Et donc, après le match nul, là-bas, de Nantes. Et Cardozo est viré. Donc, après le match Lyon-Nantes. 30 C'était à novembre, Lyon. 30 Un novembre portugais, 2016. technicien portugais. 30 novembre 2016, Nantes-Lyon, alors à la Beaujoire. 6-0 pour Lyon. Défaite la plus large à la Ouais. Beaujoire. Girard qui s'en Ouais. va. René Girard. Et Au ce qui revoir, était René drôle, Girard. c'est que là, c'était un portugais en plus. Cardozo. Ah oui. Voilà. Lyon, C'est vrai que c'est drôle. Ouais, il n'est pas portugais, René Girard. C'est vrai que c'est bien de le préciser. Oui, il faut quand même le préciser. Non, c'est vrai. Mais Lyon, peut-être, ouais, fossoyeur des entraîneurs nantais. On suivra ça. On va terminer avec un petit mot, messieurs, sur un dossier sorti dans Ouest France ce matin, une enquête sur le collectif nantais. Nous avions eu Antoine Josse, l'un des fondateurs et notamment en responsabilité du crowdfunding ici il y a quelques temps, sur l'annonce de fin du collectif nantais. Que raconte votre enquête en quelques mots? Il y a des témoignages qui font réagir, Jean-Marcel. Ouais, c'est un mois et demi de travail des collègues. Christophe Delacroix, faut le citer. quand Oui, même. porté Il a par bossé Christophe comme un fou, Delacroix. Et Loïc en fait, Folliot. c'est un peu l'autre versant, c'est-à-dire que c'est pas le versant supporter, c'est pas le versant, c'est le versant acteur économique, donc ceux qui pèsent, ceux qui sont influents. Et ce qui est intéressant, en tout cas, ce que ça révèle, c'est que dès le début, on sentait que cette utopie-là, elle pourrait ne pas aller au bout, qu'il y avait des incompréhensions, notamment assez fortes, et que surtout des gens qui investissent ou en tous les cas qui mettent leur argent personnel, ils sont en droit d'attendre des choses ou qui veulent tous pas avoir le pouvoir, on va dire, mais en tout cas ils veulent tous avoir leur mot à dire parce que C'est c'est le problème important. quand tu agrèges plein de patrons d'entreprise. Voilà, Ils c'est sont un peu- habitués à décider dans leur boîte. dans leur boîte, et là c'était compliqué, et donc il y a eu des tensions qui sont vite apparues, beaucoup plus vite qu'on nous on l'avait imaginé de l'extérieur. Et ce que ça dit aussi, c'est que le départ de Fabrice Boquet pour l'OGC Nice, ça fait énormément de mal. C'était un peu sans doute la caution la plus crédible pour réunir un peu tout ce monde-là. Et effectivement, il a fait du mal, il a manqué. Et ensuite, il y a les fameuses offres de rachat qu'ils ont étudiées, dont certaines, une en tous les cas, est allée au bout sur le bureau, en tous les cas dans la boîte mail des conseils de Valdemar Kita, et qui n'a pas retenu l'attention du président actuel du FC Nantes. Mais il y avait déjà aussi des divergences dans la stratégie même, où certains étaient plus là, en tous les cas, pour peser et influencer le fonctionnement actuel du FC Nantes via une participation à l'actionnariat. Certains n'avaient pas compris le projet, parce que Et le projet d'autres c'était étaient vraiment sur le rachat. Donc, ouais. Ça avait été présenté comme le rachat. Hein, donc je dès sais le que début, certains nous disent qu'on a peut-être parfois donné la parole à des gens qui n'étaient pas là. Oui, ils n'étaient pas aux réunions sans doute pour imaginer le projet du FC Nantes, quoi. Oui. Mais sauf que c'était et ce qui est marrant, c'est la Les distorsion financeurs. qu'il y a entre oui, parce que là pour le coup on est dans la réalité. C'est compliqué d'acheter un club sans argent quand même et sans investisseurs. Ouais. Et donc, ce qu'on vous a reproché, tu dis, Jean-Marcel, c'est d'avoir donné la parole à des gens plutôt qui dans étaient peut-être l'opposition pas- à Michael Landreau. Non, ou dans l'opposition, en tous les cas, qui n'étaient pas, en tous les cas, acteurs de ce qui pouvait. On a le sentiment qu'il y a eu le projet sociétal et le projet du FC Nantes qui a été celui qui a été porté, qui a nécessité galvanisant, Et euphorisant. Landreau en parle ce matin d'ailleurs, dans nos colonnes. Hein. Landreau en parle un petit peu. Évidemment, l'autre chose, c'est la première fois que Michael Landreau réagit depuis l'abandon, en tous les cas, du projet du collectif. Et donc, il y a eu ce projet-là qui était galvanisant, mais qui
qui était en fait la conséquence que si on trouvait un repreneur. Ouais. Il pouvait voir le jour que si on trouvait un repreneur. Sur le volet économique, c'est différent. Sur le volet économique, effectivement, c'était ceux qui comptaient en tous les cas, qu'on la parole et qu'on a suivi pendant cette période, et dont le regard est aussi, je trouve, intéressant et montre en tous les cas malheureusement les limites de ce projet-là. Et Michael Landreau le dit aussi, puisque très vite ils se sont rendus compte en tous les cas qu'ils ont buté sur un plat de fond de verre, qu'économiquement tu ne pouvais pas racheter localement le club, il fallait un investisseur étranger. Et ce que dit Michael Landreau aujourd'hui, à part être ultra millionnaire et milliardaire, c'est compliqué d'exister en Ligue 1. Si vous l'avez raté, allez lire ça dans Ouest France, évidemment. Vous pourrez réécouter aussi Antoine Josse qui évoquait l'aspect, non pas seulement crowdfunding, mais les coulisses de cette aventure du collectif nantais. C'est dans un précédent podcast, je pense que c'était il y a un petit mois et demi environ. Merci messieurs, on se retrouve mardi prochain. Dans une petite semaine, on débriefera à Lyon et on s'inquiétera de la situation du FC Nantes. Ils vont nous surprendre, ils vont les gagner à Lyon, non ? David qui aime bien ils avaient été faire un match nul au PSG à cette même période-là l'an passé. C'est possible. Avec Camboire, ouais. Allez, on en parle mardi prochain. Attendez, j'ai oublié le principal. Le 16 décembre, mardi 16 décembre, on se retrouve ensemble, en public, dans un bar, pour nous rejoindre. Ce sera au Fleurs du Malte, en face de la gare, côté Gare Nord. Tous les amis de Jean-Marcel sont déjà au courant. Oui, tout le monde le sait. Ouais, en revanche, c'est sur invitation. L'adresse, c'est sans contrôle fcnantes44@gmail.com, sans contrôle, donc au singulier évidemment, fcnantes44@gmail.com. Vous envoyez votre nom, votre prénom, le nombre d'invitations, le nom des gens que vous souhaitez inviter, et on ira festoyer ensemble pour faire le bilan de cette première partie de saison, puisque ce sera le 16 décembre après le match d'Angers. Ça sera terminé pour le championnat en 2025. Il y aura la Coupe de France le week-end d'après. La dernière fois qu'on a fait un podcast en public, on a l'entraîneur qui partait. Oui, c'est vrai. Le jour J. Il se passe toujours quelque chose dans son contrôle, messieurs. Donc ce sera le 16 décembre. C'était la fin de Camboire quand on a fait le bilan de fin de saison. C'est bien possible. L'an dernier. Allez, prenez vos invites et d'ici là, passez une bonne semaine, bon week-end. Salut. Sans contrôle, un podcast proposé par les rédactions d'It West, Presse Océan et Ouest France, à retrouver sur toutes les plateformes. Allez.